On y va? Allez. Alors, bonsoir à toutes et à tous pour cette deuxième séance. Alors, quelques points avant de rentrer dans le sujet. Tout d'abord, un point de méthode, on va appeler ça comme ça, qui concerne les traces des conférences. Donc, vous avez dû voir, si vous êtes allé sur, si vous avez reçu le compte-rendu de la première séance, donc vous avez dû voir que sur le site des Amis de la Liberté, il y a je l'ai évoqué la fois dernière d'ailleurs, hein, il y a une page dédiée au séminaire et que vous avez un endroit dans cette page où il y a les traces des conférences, avec une trace vidéo et une trace qui est le texte, trace écrite. Donc c'est le texte que nous avons sous les yeux. Je rappelle ça et j'insiste un tout petit peu parce que, tout simplement parce que ça vous permet, au moment de la conférence elle-même, de vous concentrer sur ce qui se dit. Vous n'êtes pas obligé de vous sentir, de prendre des notes, etc., etc., ou à tout le moins, vous pouvez vous concentrer sur les questions que vous avez envie de poser par la suite. D'autre part, deuxième point, sur cette page dédiée, nous avons ajouté depuis la première séance, suite à une remarque qui a été faite lors de la première séance sur la Chine, nous avons ajouté deux documents. L'un qui est un rapport fait par un organisme spécialiste de la Chine, et vous avez le rapport qui fait je ne sais plus combien, 650 ou 700 pages, que je n'ai pas lu, mais... pardon? Et encore moins un résumé. Elle commence sa soirée là. Et... C'est vrai si tu me dis. Ouais. Mais bon, et il y a un entretien qui a été accordé par l'un des auteurs du rapport à un média. Bon, c'est un commencement. Il n'y a pas que ce sujet de la Chine qui a été évoqué, il y en a d'autres. Il y a celui de l'illibéralisme, si vous vous souvenez. Il y a celui qui est très lié de la diffusion mondiale du fascisme. C'est peut-être d'ailleurs une autre façon de dire la même chose, plus ou moins. Bon, il y a d'autres thèmes qui ont été évoqués. On va apporter des documents progressivement. Donc, conclusion, be aware. Voilà. Be aware. C'est ça la conclusion. Alors, donc, le débat Lippmann-Dewey, là, ce que nous vous proposons, c'est une plongée dans les années 1920, et donc une étude de ce débat entre Lippmann et Dewey. Lorsque j'avais fait une conférence en 2019 déjà sur le libéralisme, sur le néolibéralisme, j'avais rappelé ce mot d'ordre du néolibéralisme qui est « il faut s'adapter ». Il faut s'adapter pour ne pas prendre du retard, pour ne pas être inadapté, pour ne pas devenir inadapté. Ça, c'est donc le slogan du néolibéralisme, et notamment c'est aussi le slogan de l'ordolibéralisme allemand que Foucault analyse dans Naissance de la biopolitique. Je vous renvoie là aussi au résumé qui est sur le site internet. Alors je viens de prononcer un mot qui est l'ordolibéralisme. Oui. Non, juste une petite remarque. En retard par rapport à quoi? Par rapport à qui? On va y venir. On va y venir. Mais on peut le dire tout de suite.
s'adapter à quoi? C'est s'adapter à la société mondialisée. Et voilà. Voilà, c'est ça. C'est s'adapter à la société mondialisée et en développement, en croissance permanente, infinie. C'est la fuite en avant. Débridée, fuite en avant. C'est ça, c'est ça. Bien, d'accord, merci. Alors, ordolibéralisme allemand, ce mot que je viens de prononcer, nous allons vous en proposer une définition. Ordolibéralisme, définition très rapide, système économico-politico-culturel où l'État est chargé de créer et de maintenir un cadre normatif comprenant 1. La liberté générale de circulation des biens et des personnes, 2. La concurrence libre et non faussée entre les entreprises, le refus, en 3. Le refus des politiques industrielles volontaristes, et en 4. L'indépendance de la Banque centrale, la Bundesbank. Voilà. Donc, en fait, Foucault parle de l'ordolibéralisme allemand, mais il ne parle pas du colloque, du débat Lippmann-Dewey des années 1920. Il parle un tout petit peu du colloque Lippmann dont nous parlerons la semaine prochaine. C'est tout. Il parle de tout cela de manière très très évasive, très allusive. En fait, le problème, c'est que Foucault, il faut le dire, il rate l'apport de Lippmann à la réflexion sur la rénovation du néolibéralisme. Il rate cet apport-là. Je devrais dire, pour être juste, l'apport de Lippmann et de Dewey, mais on le verra. Ce que l'histoire a retenu, ce sont les propositions de Lippmann et pas celles de Dewey. Il passe à côté de ce débat-là et du même coup, il passe à côté de l'influence exercée à cette époque-là par Herbert Spencer. Herbert Spencer qui a marqué l'histoire de la réflexion politique, sociologique, politique, parce qu'il a voulu adapter les thèses de la théorie des espèces, de l'origine des espèces de Darwin, aux sciences humaines et sociales. Et Lippmann et Dewey, leur débat, justement, c'est de voir comment on peut rénover le libéralisme justement sans s'inscrire dans la suite de Spencer. Eux, ils ne veulent pas s'inscrire dans la suite de Spencer. Pourquoi? Parce que Spencer, qu'est-ce qu'il dit? Spencer, il dit que les problèmes du libéralisme, c'est qu'il n'y a pas assez de libéralisme, c'est qu'il n'y a pas assez de concurrence, pas assez de marché, etc. Donc, tout le monde dit qu'il y en a trop à l'époque, et Spencer lui arrive et il dit non, 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 non. Tous les problèmes viennent du fait qu'il n'y en a pas assez. C'est un ultra. Voilà, c'est un ultra. Alors, la grande référence bibliographique de la conférence d'aujourd'hui, c'est ce livre-là que j'ai évoqué. Ah, Stigler. Ah, voilà. L'année dernière. Oui. Ah oui. Ouais, mais je ne l'ai pas connu vraiment entier. D'accord. Ben, il faut lire donc le résumé. Il y a un résumé. Il est sur le site. Il est sur le site. Ah, super. Voilà. Donc, c'est la grande référence. Ce livre, c'est la présentation par Barbara Stigler, qui est prof à Bordeaux, à l'Université de Montaigne, du débat Lippmann-Dewey, des années 20 et des années 30. Nous, on va s'occuper de la partie années 20. Voilà, mon propos va s'organiser autour de 8 points. Je vais vous donner quelques éléments de contexte du débat, de ce débat, Lippmann-Dewey. Présenter ensuite, deuxième point, présenter les protagonistes. Troisièmement, indiquer que les deux hommes ont un point de départ commun, mais que, comme ils font des lectures différentes de Darwin, ils divergent.
sur les conséquences à tirer de leur point de départ commun. Ce sera donc le 4e point. Et ensuite, je passerai à la présentation des thèses de Lippmann, puis à celle des thèses de Dewey. Nous reviendrons plusieurs fois sur cette affaire de Darwin, de l'origine des espèces, etc., qui est centrale, et nous finirons par un bilan des accords et désaccords entre les deux. Premier point sur le contexte du débat, on peut retenir 3 dimensions particulièrement importantes, prégnantes. C'est tout d'abord le contexte économique. Les États-Unis, entre 1890 et 1920, ils vivent ce qu'ils ont appelé la progressive era, l'ère progressiste, l'ère progressive. C'est une époque absolument extraordinaire et unique dans l'histoire des États-Unis, où le capitalisme est en pleine phase de développement. Je vous donne quelques touches comme ça. Par exemple, c'est à cette époque-là, pendant ces 30-40 années, qu'on voit se développer, mais avec un rythme extraordinaire, les corporations. Les corporations. Donc, les grandes entreprises qui sont fédérales, enfin, on va dire, on ne peut pas dire nationales, mais on peut dire fédérales, qui, à ce stade, d'ailleurs, début 20e, n'éprouvent pas encore furieusement le besoin, dans la majorité des cas, de déborder sur d'autres pays. Pas encore. Enfin, il y a quelques cas, mais qui ne sont pas vraiment majoritaires. Donc les corporations, et elles investissent tous les secteurs de l'activité économique. Et elles sont dirigées, ces corporations, grosse innovation également, par un nouveau type de cadres dirigeants, les managers, etc. Et c'est l'époque où les théories du management aux États-Unis, ce n'est pas encore le cas chez nous, hein, mais aux États-Unis, elles font fureur. Troisième indication brève qu'on peut donner, c'est concernant les modes de consommation qui sont en pleine transformation pendant ces décennies-là. Autre chose encore, l'urbanisation est galopante. À l'échelle des États-Unis, ça ne donne pas encore des taux de peuplement par kilomètre carré qui sont extraordinaires, vu l'espace. Mais on voit apparaître donc des dizaines et des dizaines de grandes villes et quelques grandes mégalopoles. Les moyens de déplacement également sont en pleine révolution. Les techniques scientifiques de communication, voilà, tout est en révolution, en développement, en croissance. Il y a juste une ombre au tableau, mais une belle ombre, c'est que les relations sociales dans l'entreprise sont exécrables. Elles sont extrêmement tendues et il vous arrive des tas et des tas de grèves et certaines très dures. Là, je vous dis tout ça, vous voyez, je plane à 15 000 mètres. Je vous renvoie, je vous conseille, si vous voulez des détails, de consulter les fiches Wikipédia États-Unis, histoire des États-Unis de 1865 à 1918. Vous avez une fiche Wikipédia pour les faits, hein, pour les interprétations, il faut être prudent parce qu'on ne sait pas qui écrit ces fiches, mais pour ce qui est des faits, ma foi, cela peut être intéressant. Et vous avez aussi une fiche sur l'ère progressiste dans Wikipédia. Et donc vous aurez une description bien plus précise.
Donc, voilà ce contexte économique. Le pire est à venir, bien entendu, puisque à la fin des années 20-29, bien sûr, Black Tuesday, la fin de l'euphorie, la crise, et la crise qui va durer toutes les années 20. Toutes les années 30, crise de 29 qui va durer toutes les années 30. Le contexte philosophique maintenant, je l'ai déjà un tout petit peu évoqué, le monde dans son ensemble est sous le coup de la parution de l'origine des espèces en 1859, Darwin. Donc, plus personne ne peut penser sans tenir compte de l'origine des espèces. Et j'ai prononcé le nom de Spencer tout à l'heure, Herbert Spencer. Donc, eh bien, lui, il est un exemple particulièrement éclatant d'un philosophe qui cherche à adapter aux sciences humaines et sociales les thèses de Darwin. Et qui dit, donc, je le disais, je ne vais pas me répéter, qui dit qu'il n'y a pas assez de libéralisme. L'autre contexte philosophique, moins prégnant, c'est le pragmatisme, la naissance du pragmatisme dans ces années-là, au tournant du 19e et du 20e, le pragmatisme dont Lippmann et Dewey sont tous les deux des adeptes, dont ils se revendiquent tous les deux. Mais, je le disais, je le répète, le pragmatisme qui, lui, cherche à faire évoluer le libéralisme sans s'inscrire dans les pas de Spencer. C'est très important à rappeler. Et enfin, le contexte politique et culturel, eh bien, c'est la conflictualité sociale qui est forte et violente. Je l'ai dit, la démocratie, la toute jeune démocratie américaine, elle est en crise avec un taux d'abstention de 50% aux élections. Le libéralisme anarchique est honni de tous et tout le monde se demande comment cette phase peut être dépassée, cette phase du libéralisme anarchique. Voilà, 3 éléments de contexte, économique, philosophique, politique et culturel. Vont venir s'ajouter à ça, bien entendu, c'est mon deuxième point, les personnalités de nos 2 protagonistes. Il est toujours utile de présenter les protagonistes d'un débat, mais c'est encore plus utile en ce qui concerne Lippmann et Dewey, parce que nous avons maintenant dans la littérature universitaire et moi-même, j'y vais aussi moi-même avec ce titre, le débat Lippmann-Dewey. Dans la littérature universitaire, donc, il y a un thème, un sujet qui s'intitule le débat Lippmann-Dewey. Il existe depuis les années 1970, il a été formulé par des analystes américains, mais il n'y a pas eu, sur le moment, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, puisque le débat a un petit peu débordé sur la Grande-Bretagne, il n'y a pas eu à l'époque une pleine conscience que Lippmann et Dewey étaient en train de débattre et d'échanger des arguments, que c'était en train de prendre des années et des années. Ça a duré 20 ans au total, entre le thème de la démocratie et le thème du libéralisme. Pendant 20 ans, ils ont échangé des arguments par ouvrages, livres interposés. Donc, il faut préciser ça. Ce thème de débat Lippmann-Dewey ne veut pas dire que ces deux-là étaient des adversaires irréconciliables. Pas du tout. On va y venir. Dewey est né en 1859, l'année de la parution justement de l'origine des espèces. Il a donc en 1920
c'est là que nous allons commencer notre enquête, eh bien, il a 61 ans. Lippmann, lui, cette même année, en 1920, il a 31 ans. Il y a 30 ans de différence entre les deux. Il est né donc en 1889. Dewey, lui, va mourir en 1952 à 92 ans et Lippmann va mourir en 1974 à 85 ans. Voilà, alors, vous voyez, aussi bien en ce qui concerne l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte que les années de troisième âge ou quatrième âge, eh bien, ce sont des gens qui n'ont pas connu les mêmes choses du tout. Autre différence entre les deux, Dewey, c'est un psychologue, c'est un philosophe, c'est une figure majeure du pragmatisme américain qui a été fondé par Charles Peirce et William James. Et il contribue, Dewey, au développement, à la précision, au développement et à la connaissance du pragmatisme. Lippmann, lui, non, c'est un journaliste, c'est un écrivain, un essayiste, on pourrait aussi dire, un intellectuel, un homme d'influence, et son sujet, par-dessus tout, c'est la politique étrangère. Il aura d'ailleurs des responsabilités en politique étrangère et pas des petites. Lippmann n'est pas quelqu'un qui forge des systèmes, pas du tout. C'est quelqu'un qui fait son miel des idées des autres et qui essaie d'interpréter le monde en fonction des auteurs qui croisent son chemin. Par exemple, il va être très fortement influencé, durablement influencé par Graham Wallas, qui est un prof de Sciences Po anglais, qui publie en 1914 The Great Society, a Psychological Analysis, la grande société, une analyse psychologique, et il va construire ses analyses autour de cette notion sur laquelle je vais revenir. Il est aussi influencé, ce sont des hommes de l'époque, par Ludwig von Mises, qui est un Autrichien, et un autre Autrichien, Friedrich Hayek, dont nous allons parler longuement en janvier. On va le dire, Dewey et Lippmann, ce sont des amis. Ce ne sont pas, j'insiste beaucoup là-dessus, ce ne sont pas des adversaires, ce sont des amis. Un exemple, quand Lippmann fonde un journal en 1914, The New Republic, il fait appel à Dewey pour lui fournir des chroniques régulières. Ce sont l'un et l'autre des pragmatistes et des libéraux progressistes. Alors là, j'entre dans des qualifications qui sont américaines, évidemment, qui ne sont pas les nôtres, des libéraux progressistes qui se situent, là j'insiste beaucoup, qui se situent à gauche de l'échiquier politique américain, bien entendu. En Europe, il en irait tout autrement, mais échiquier politique américain, ils sont considérés comme étant de gauche. Leur point commun, donc, c'est qu'ils veulent refonder le néolibéralisme, enfin, ils veulent refonder le libéralisme, mais sans prendre la suite, sans adopter les positions de darwinisme social de Spencer. Ils veulent donc réinterpréter Darwin, mais différemment. Voilà en ce qui concerne les deux protagonistes. Autrement dit, ce ne sont pas des gens très éloignés l'un de l'autre. Je le disais tout à l'heure, ils ont le même point de départ, ce sera mon troisième développement, mais à partir de ce point de départ, ils commencent tout de suite à diverger et je vais... ce sera mon quatrième développement sur les différences de lecture de Darwin qu'ils font. Le point de départ tout d'abord, donc c'est The Great Society.
c'est la société mondialisée, je le disais tout à l'heure, c'est la société, c'est le capitalisme mondialisé en développement permanent. C'est un livre de Graham Wallace de 1914, je l'ai dit, qui a introduit cette notion, et l'un comme l'autre la reprennent à leur compte et construisent leur système à partir de cette notion de base, la grande société. Il considère que la révolution industrielle a créé une nouvelle situation. Une situation complètement inédite de désadaptation qui requiert une action politique conçue comme une intervention artificielle, continue et invasive sur l'espèce humaine en vue de la réadapter aux exigences de son nouvel environnement. Voilà. Donc ça, c'est des propos, ce sont des propos de Lippmann que Hugues vient de lire, mais Dewey les partage, il l'écrira d'ailleurs, il partage ses propos sur la grande société, mais comme il ne fait pas la même lecture de Darwin que Lippmann, eh bien, il n'en tire pas les mêmes conclusions. Alors, quelles sont les divergences de lecture de Darwin, les différences de lecture de Darwin? Lippmann conçoit l'évolution comme une amélioration progressive des facultés transmissibles aux générations suivantes grâce à l'hérédité des caractères acquis. Amélioration progressive des facultés transmissibles aux générations suivantes grâce à l'hérédité des caractères acquis. Avec cette lecture, l'homme n'a pas de rôle particulier à jouer, il lui revient seulement de s'adapter sans résister. S'adapter sans résister. Son rôle est donc strictement passif. Liberté et créativité ne sont pas de mise avec Lippmann. L'individu est passif. Soumis. Ou soumis. L'évolutionnisme de Dewey, par contre, il est continuiste. C'est-à-dire que pour Dewey, l'adaptation se fait par un processus d'action-réaction où l'homme a un rôle à jouer. Et pour Dewey, l'adaptation doit être créatrice et interactive. Donc, action-réaction, conception continuiste de l'évolution, un individu qui est acteur et une adaptation qui est créatrice et interactive. Voilà une belle différence de lecture de l'origine des espèces. Elle débouche sur une conception, des conceptions orthogonales du citoyen. Chez Lippmann, le citoyen, il a un rôle de spectateur et seuls les leaders se voient reconnaître le statut d'acteur dans la société, dans l'espace public, dans la politique, etc. Donc, je viens de prononcer des mots là. Le citoyen a un rôle de spectateur, le rôle d'acteur, c'est pour les leaders. Chez Dewey, au contraire, le citoyen est conçu d'emblée comme un acteur. Ah, c'est mieux, ça. C'est l'inverse. Le citoyen est conçu comme un acteur de la vie politique, et c'est par lui, par cet acteur, par ce citoyen acteur, par les interactions sociales qui s'instaurent au sein du public, que se fait l'adaptation à la grande société. Le citoyen acteur, les citoyens acteurs qui interagissent dans les territoires, et c'est comme ça que se fait l'adaptation à la grande société. Chez Dewey, on a donc une adaptation par le bas, par les territoires, par les communautés. Ne pas voir de communautarisme chez Dewey, hein, pas du tout, hein, par les communautés. On se calme. Donc, pas de communautarisme.
C'est les communautés, les territoires. Adaptation par le bas. Chez Lippmann, au contraire, eh bien, c'est l'adaptation par le haut, par les experts et par la propagande. Par la propagande. Voilà les deux grandes différences sur la lecture de Darwin et sur la conception du citoyen. On a là donc maintenant un ensemble d'éléments qui nous permettent déjà de repérer les choses. Je passe à la présentation des thèses de Lippmann, qu'il formule dans un certain nombre de livres. Le premier ouvrage dans lequel Lippmann exprime son opinion sur tous ces sujets, c'est Public Opinion. Voilà, opinion publique, Public Opinion. Il publie cet ouvrage en 1922, donc dans le contexte d'après-guerre, et alors que ce contexte d'après-guerre, 1922, c'est encore un contexte où le rôle de l'État est privilégié. Tout le monde a découvert l'État pendant la Première Guerre mondiale, y compris aux États-Unis, bien entendu. Hein. En Europe, d'accord, mais aux États-Unis aussi. Et dans ce livre, donc il est un tout petit peu, c'est pour dire, je dis ça, c'est pour dire qu'il s'exprime un tout petit peu à contre-courant. Dans ce livre, Lippmann reprend sa thèse initiale d'un retard de l'espèce humaine, déjà évoqué, sur retard de l'espèce humaine sur quoi? Sur le flux des événements, sur l'évolution de la société, et il assume la critique frontale du modèle démocratique. Il dit « La masse informe est soumise aux stéréotypes, elle est incapable d'autodétermination. » Il le dit comme ça. Quelles sont ses solutions à Lippmann? Eh bien, il dit il faut une souveraineté partagée entre les représentants et les experts, mais la décision revenant à ces derniers, aux experts, car ce sont les seuls qui sont capables de réadapter l'humanité à son nouvel environnement mobile, imprévisible et mondialisé. Bon, reste, c'est bien beau de dire ça, reste à rallier les masses aux politiques que tout cela suppose, si on veut ne pas en rester à des slogans. Eh bien, c'est là où Lippmann dit rallier les masses à tout cela, c'est le rôle de la propagande. Et le démos dans tout cela, le peuple, oui. Le peuple citoyen et le démos, eh bien, pour Lippmann, il garde le pouvoir de dire oui ou non à tel homme politique, à telle ou telle politique globale annoncée, mais seulement au moment des élections. C'est-à-dire que pour Lippmann, on est dans une conception de la démocratie intermittente. Donc, et là, je vous incite à rechercher les résonances actuelles. Les résonances, pardon? Actuelles. Ah. Les résonances actuelles de ce type de position, n'est-ce pas? Démocratie intermittente, les leaders, les experts, la masse informe, les stéréotypes, etc., etc. Ce sont des choses dont nous entendons parler aujourd'hui, de nos jours. 3 ans plus tard, Lippmann, donc en 1925, alors que la crise de la démocratie américaine est patente, je l'ai évoqué tout à l'heure, 50% d'abstention aux élections, eh bien dans un autre livre, The Phantom Public, le public fantôme, il constate que les masses résistent aux velléités des experts. Elles ne se laissent pas faire. Et il rapporte ça, mais son analyse, c'est, il rapporte ça à la finitude humaine. L'espèce humaine, dit-il, ne dispose que d'un temps fini
et d'une attention limitée. Dans le langage d'aujourd'hui, on dirait que le budgétant de tout un chacun, il est ce qu'il est et qu'il ne peut pas s'informer, se former sur les affaires communes à sa guise. Et Lippmann en conclut à l'inanité des notions de démocratie représentative et d'intérêt général. L'inanité des notions de démocratie représentative et d'intérêt général. Donc vous voyez le mouvement entre 22 et 25, en 3 ans, le mouvement de Lippmann. Pour Lippmann, le mythe d'un citoyen éclairé et apte à trancher au sein de l'agora n'a aucun sens, et il écrit ceci. Le public doit être mis à sa place afin que les hommes responsables puissent vivre sans craindre d'être piétinés ou encornés par le troupeau des bêtes sauvages. C'est beau ça, hein? C'est beau. The Phantom Public 1925. Alors, comment résoudre ce problème? Est-ce qu'on peut essayer de le résoudre par l'éducation? La tâche est tellement énorme, dit Lippmann, qu'elle ne peut conduire qu'à une visite touristique des problèmes du monde. Par la morale, alors, l'action morale, non plus, répond Lippmann, parce que la diversité des places, des points de vue et des intérêts dans la grande société est très importante. Il faut se résigner au conflit des normes et à la piétore des codes moraux. Il faut donc se faire à l'idée que la masse est informe, chacun étant replié sur la sphère étroite de ses intérêts. Et il faut aussi admettre que chacun se forme ses opinions non par une réflexion autonome, libre et intime sous l'empire de la raison, mais surtout par imitation. Imitation de qui? Lippmann nous dit, par imitation des journalistes, d'animateurs de radio, d'intellectuels, de personnes d'influence diverses et variées que les hasards de la vie nous font connaître ou rencontrer. Voilà. Et là, Lippmann, il remet en cause une prémisse essentielle du modèle classique de la démocratie représentative, s'entend, c'est celle qui est relative aux citoyens rationnels visant le bien commun. Il remet en question cette idée-là, et il ne s'arrête pas là, puisque dans son mouvement, très logiquement, il dit que si les opinions des gens dépendent des groupes d'intérêt qu'ils ont pu connaître, alors, on ne peut plus dire que les représentants politiques représentent la volonté générale des citoyens. Sophie Renaud indique que pour Lippmann, la tâche de l'élite dirigeante ne consiste pas à proposer des droits et des devoirs, une manière à orienter les pratiques sociales vers la concrétisation d'un idéal sociétal, mais à traduire la volonté des groupes d'intérêt les plus puissants de la société, car sans cela, ces derniers recourront fort possiblement à d'autres moyens afin d'imposer leur volonté. Pour Lippmann, les représentants politiques, tout comme leurs concitoyens, ne sont pas omniscients. Ils ont besoin d'experts qui les éclairent pour prendre leurs décisions. Et nous en venons donc à ce thème des leaders et des experts. Lippmann l'évoque à bien des reprises. Ces leaders et experts, ce sont eux, dit-il, qui sont de la partie, ce sont les insiders, c'est eux qui participent au jeu, à la partie, c'est eux qui sont en mesure de résoudre telle ou telle catégorie de problèmes. Les autres, ce sont des citoyens lambda, des outsiders. Et évidemment, ces outsiders sont
infiniment plus nombreux que les insiders. Contrairement aux citoyens, les experts peuvent intervenir sur le fond des débats, être acteurs dans les débats, parce qu'ils en maîtrisent les tenants et les aboutissants. Les citoyens, eux, éparpillés qu'ils sont en une multitude de points de vue, de communautés, de corporatismes, etc., publics divers et variés, intéressés par presque autant de questions diverses et variées, eh bien, ces citoyens lambda, les outsiders, ils ne peuvent être que spectateurs. Le rôle des leaders experts et de la propagande dans ce contexte, il est de rassembler ce qu'il y a de plus commun à ce que Lippmann appelle la masse hétérogène des désirs. Des désirs. Désirs. En fait, pour Lippmann, pour employer des mots qui nous sont familiers, en fait, pour Lippmann, il faut renoncer à l'idée même de public avec un P majuscule. Cette notion de public P majuscule, Lippmann la récuse. Pour lui, il y a le public, mais avec un P minuscule, le public. Il y avait un complexe de supériorité, ce monsieur. Le public des outsiders, des spectateurs. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce public avec un P minuscule, public d'outsiders et de spectateurs? Quel rôle peut-il bien tenir? Quelle vie publique cela peut-il bien donner? Eh bien, Lippmann imagine une vie publique qui se construit autour de la gestion des désaccords, qui essaie d'inventer des ajustements en fonction de ces désaccords qui surgissent, qui recherche des modi vivendi, ou des modus vivendi, comme vous voulez, des modi vivendi. Vous voyez que là, on est à 1000 lieues de la tradition française, hein, complètement. C'est tout à fait orthogonal, puisque nous, c'est l'inverse. Nous, la vie publique s'établit sur un accord unanime, ou qui tend vers l'unanimité, sous l'égide de valeurs surplombantes, dont nous, en plus, les Français, nous savons donner l'exemple. Donc, alors que chez Lippmann, au contraire, le public, P minuscule, le public, apprécie les choses au sujet, il ne perçoit que les différences les plus superficielles et les plus dramatisées, qui sont aussi les plus médiatisées. Je vous rappelle le thème de la propagande. Il n'a pas de vision d'ensemble, ce public P minuscule. Le mieux qu'il puisse faire est de repérer dans les partis en présence celle qui est la moins partisane, et c'est à peu près tout. Les activistes dans les partis, les militants, eh bien, eux, ils se chargeront des détails de la mise en œuvre pratique. Voilà ce que dit Lippmann. Le rôle du public ne consiste pas à exprimer ses opinions, mais à s'aligner ou non derrière une proposition ou un groupe. Nous devons donc adopter une théorie démocratique, sikh, selon laquelle le peuple prend seulement parti pour ou contre des individus qui, eux, gouvernent. Résonance actuelle. Hein. Oui, oui. Je C'est ce qui se passe. répète. Hein. Donc cela signifie que voter, ce n'est pas se prononcer pour des idées, mais c'est une promesse de soutien à un homme, ou à une femme, bien entendu, hein, à une personne. Nul besoin dans ce contexte-là, sur ces bases-là, de campagne électorale au cours desquelles on va présenter en long, en large et en travers des programmes. Pas du tout. Ça n'a pas grand intérêt. On va se prononcer par rapport à un homme. Résonance. Vous voyez à qui je pense. Hein? Excusez-moi, mais comment il se fait pour maintenir les élections?
Quel rôle ça joue, les élections? Pour Lippmann, il est le premier grand représentant de cette tendance qui va ne faire que s'affirmer. Là, il est encore, bien que certaines citations sont déjà violentes, bien entendu, mais quelque part, il est encore petit joueur. Et il est le premier représentant d'une tendance qui, au fil des décennies, et qui va culminer avec Hayek, d'ailleurs, au fil des décennies, va, comment dire, vouer la démocratie aux gémonies, carrément. Donc là, il se contente de dire que la démocratie, franchement, il faut la réduire à un rendez-vous périodique, hein, mais bon... c'est un club de supporters, quoi, là, les dans, politiques. quelque part. Bah oui, c'est quelque chose comme ça. Hein. Mais il ne va pas aller plus loin. Hein. Dans La Cité libre, ouvrage de 1937 que nous étudierons la fois prochaine, la semaine prochaine, dans La Cité libre, il est grosso modo sur ce genre de ligne. Hein. Ce n'est pas lui qui va faire le grand pas, c'est Hayek. Il y a une citation de Lippmann quand il dit ceci: les candidats doivent plutôt chercher à former un consensus autour de leur candidature en recourant à d'autres moyens. Ces moyens consistent à créer une unité émotionnelle par la manipulation des symboles. On confirme ce qu'on dit. Et donc c'est ça le rôle des experts. Le rôle des experts en communication, c'est de créer ce consensus par la manipulation des symboles. Lippmann appelle cela Manufacture of consent, en français, oui, manufacture du consentement. Ça nous fait penser au titre d'un livre qui est dans la bibliographie du séminaire, bien sûr, de Chomsky. C'est pas une coïncidence. La manif... Il a pris. Oui, voilà. Parce que, bien, vous ne l'avez pas encore cité, sans doute vous l'avez dit, je ne sais pas, mais vous allez le dire. En 1928, il y a Bernays, puisque c'est la naissance de la psychologie et la psychanalyse. Et Édouard Bernays. Voilà, Édouard Bernays, qui a écrit Propaganda, quand même. Propaganda. Ah oui, le neveu de grâce à lui, il avait ouvert un cabinet de propagande, et relations publiques après, parce que propagande avait mauvaise presse, voilà. Et où tous les entrepreneurs venaient le voir pour dire comment je ferais pour avoir mon chiffre d'affaires augmenté, voilà. Ou ceci ou cela. Et c'est comme ça aussi qu'ils ont gagné le président à l'époque pour 14-18, la guerre. Alors, oui. Il était rentré en guerre grâce à la propagande, en montrant du doigt le communisme, qu'ils allaient envahir l'Amérique, alors qu'il avait été élu parce qu'il n'allait pas faire la guerre. Je ne sais pas comment il s'appelait. Alors, le livre donc s'appelle Propaganda, on peut le dire. Il est édité aux éditions Zone. Ah, ça, je vous recommande ce livre-là, il est absolument extraordinaire. Donc, le texte est de Édouard Bernays. Oui. Et la préface, enfin l'introduction ou la présentation est de Normand Baillargeon, qui est un Québécois. Canadien, Québécois. Oui, oui, oui. Normand Baillargeon, qui fait une très belle présentation de cet ouvrage-là. Et alors, ce dont vous parlez, donc, j'ai oublié les années, mais on va dire... Les années 20, c'est pour la première guerre mondiale. Hein. Oui, ben oui. Voilà. Donc, à un moment donné, l'engagement des États-Unis dans la guerre semble complètement impossible. La population, dans sa masse, est contre. Ben oui, elle avait eu... Et le président crée une commission à laquelle Bernays va participer, et il crée
une procédure assez extraordinaire. C'est The 4 Minute Men. The 4 Minute Men, les hommes de 4 minutes. Alors c'est quoi? Ce sont des gens, mais il y en aura des dizaines de milliers aux États-Unis, ce sont des gens qui interviennent brièvement en 4 minutes dans l'espace public, typiquement dans les salles de cinéma, à l'entracte, et qui, en 4 minutes, assènent aux gens qui sont là des arguments. Vous voyez? Donc, et il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui vont faire ça. On a la statistique, hein, enfin une estimation. Et, alors plus bien d'autres choses. Hein. Bien entendu, ça ne s'est pas arrêté là. Là, je ne fais que parler de ce qui est le plus spectaculaire, le plus étonnant. Mais donc, l'opinion publique va se retourner. Et les États-Unis vont entrer en guerre. Bon, propaganda. Dans le monde diplomatique de l'année dernière, il y a un très bon article sur Bernays à retenir. Sur quoi? Dans le monde diplomatique. de l'année dernière. Lequel? Ok. Monde diplomatique. Oui, mais quel mois? Je vais chercher. Non mais c'est rien, je vais vous le mettre sur la page du Oui, site. oui, merci. Mais s'il te plaît, moi j'aimerais que tu nous expliques quel est le sens du pragmatisme pour les Américains. C'est quoi être pragmatique? Je ne vais pas me lancer là-dedans parce que c'est pas mon sujet, mais... Pragmatique, quand on dit sont pragmatiques. Oui, bien sûr. Mais je peux vraiment pas me lancer là-dedans. Mais bon, d'accord. Juste une indication. Oui. Juste une indication. Le pragmatiste, et non pas le pragmatique, hein, le pragmatiste, c'est celui qui juge les choses en fonction de leurs conséquences. Ah. En fonction de leurs conséquences. Donc du résultat. Voilà. La théorie des conséquences. D'accord. Donc, c'est ça le cœur du pragmatisme, mais je m'arrête là. Ah, d'accord, merci. Alors, donc, Lippmann, avec la manufacture du consentement, on voit bien que Lippmann n'est donc pas loin de l'idée d'homme fort pour situation de crise. Et là, à qui vous pensez quand on dit ça? Au grand Charles, à De Gaulle. Ah, oui. Et De Gaulle, qui s'est illustré, comme nous le savons tous, dans l'histoire, d'une manière dramatique, tragique, etc., etc. Bon, De Gaulle connaissait très bien Lippmann. Ah. À savoir, ils ont échangé, Lippmann approuvait nombre de positions de De Gaulle, en particulier sa posture globale, sa manière d'exercer le pouvoir. Voilà. Bon, il a désapprouvé d'autres choses, mais il faut le savoir, ce n'est pas... là, on n'est pas dans l'anecdote, on n'est pas dans des choses secondaires. Lippmann et De Gaulle se connaissaient. Donc, si on se résume, pour Lippmann, donc, face à la crise des démocraties dans les sociétés industrielles, Lippmann propose un modèle qui allie gouvernement des experts, manufacture du consentement et démocratie minimaliste purement procédurale. J'ai dit aussi démocratie intermittente. Cette proposition aura une grande influence sur la pensée politique américaine et plus largement sur la formation des élites de l'ensemble du monde. Et elle va donner lieu à un vif débat avec Dewey.
Voilà. Donc maintenant, je passe à mon 6e point, c'est Dewey, les positions de Dewey maintenant. Dewey, il répond à Lippmann en 1927 dans un livre qui s'intitule The Public and Its Problems, le public et ses problèmes. Selon Dewey, Lippmann adresse un portrait du fonctionnement de la société américaine et des enjeux concernant la citoyenneté particulièrement éclairants. Dewey, donc, croit également que la perpétuation des prémices de la démocratie représentative nuit à une compréhension approfondie des problèmes politiques contemporains. Comme Lippmann, donc nous avons déjà une première indication qui nous fait dresser les oreilles. Oui. Comme Lippmann, enfin, Dewey constate que le modèle de démocratie de Jefferson, vous savez, c'est un des grands fondateurs de la démocratie américaine, modèle qui a été imaginé au temps des petites communautés rurales d'agriculteurs propriétaires, au temps du Far West, on pourrait presque dire, je pense que ce n'est pas faux de le dire, eh bien, ce modèle, constate Dewey, n'est plus adapté à la grande société, mais pour autant, Dewey ne rejette pas globalement le modèle jeffersonien. Au contraire, il s'efforce, il cherche à le garder, à le maintenir, et il va tenter cette adaptation du modèle jeffersonien dans deux directions. La première, c'est par rapport à l'idée ou à l'idéal de communauté jeffersonien, l'idéal jeffersonien de communauté, et à la question démocratique. Si les procédures jeffersoniennes sont conçues pour des agriculteurs propriétaires, elles ne valent plus. L'idéal, elles ne valent plus en tant que telles. On n'a plus affaire dans la société américaine des années 20 à ces personnes-là, à cette classe-là, dans les mêmes proportions en tout cas. Par contre, dit Dewey, l'idéal de liberté et l'idéal d'égalité, lui, il demeure, même si on ne peut plus l'appliquer de la même manière. La communauté, dit Sophie Renaud, la communauté est une association où tous les membres exercent leur liberté. En son sein, chaque membre participe à l'identification des problèmes qui nuisent à l'atteinte de son bonheur. Donc, les membres de la communauté se échangent et se mettent d'accord sur une définition du bien commun par l'interaction et la communication. Interaction et communication. C'est cette interaction et cette communication qui donnent leur sens, son sens, à la communauté. Un sens a posteriori, donc, au-delà de l'interaction et de la communication. Postérieur, consécutif à l'interaction et à la communication. Et l'autre aspect de la théorie jeffersonienne que Dewey essaie d'adapter à la nouvelle société, c'est l'approche morale. Mais l'approche morale de Jefferson, mais précisons, sans l'approche, sans la posture déiste qui caractérisait à l'époque Jefferson. Pour Dewey, la tradition américaine est une tradition morale. Les attaques contre elle impliquent des problèmes moraux et ne peuvent être résolus que sur des raisons morales. Dans le public et ses problèmes, donc The Public and Its Problems, Dewey indique que l'agir humain produit deux types de conséquences, donc la notion de conséquence, produit deux types de conséquences. Parfois, les conséquences sont circonscrites à ceux qui prennent directement part à la transaction qui les produit. Dans d'autres cas, elles s'étendent bien au-delà de ceux qui sont immédiatement occupés à les produire.
Alors, dans le premier cas, donc le premier cas, c'est les conséquences circonscrites à ceux qui agissent. Dewey parle de transactions privées. Et dans ce cas, indique Renaud, seuls les individus directement concernés par les conséquences de l'action doivent s'entendre et sur la façon de les contrôler. Et dans le second cas, donc là le second cas c'est conséquences élargies, Dewey parle de transactions publiques et il distingue dans ces transactions publiques deux dimensions, ce qu'il ne faisait pas pour la transaction privée. Dans la transaction publique, il distingue une dimension passive et une dimension active. Il définit d'abord le public, ça va nous donner la dimension passive. Il définit d'abord le public de la transaction publique comme l'ensemble de ceux qui sont affectés par les conséquences indirectes de la transaction publique. Et vous avez là, donc, je le disais à l'instant, la dimension passive de la transaction. Les individus sont affectés. Affectés, vous voyez le sens de l'expérience psychologique. On est affecté par quelque chose, vous n'êtes pas acteur. Il ajoute ensuite, et ça va nous amener à la deuxième dimension, il ajoute ensuite que face au spectacle dont ils sont les témoins et qui les affecte, donc, je viens de le dire, des individus peuvent estimer nécessaire de s'occuper des conséquences de la transaction en cause. S'occuper des conséquences de la transaction en cause. Et là, voilà la dimension active de la transaction. Les individus, tout à l'heure, ils étaient affectés, là maintenant, ils réagissent. Ils sont acteurs. Voilà pour les deux dimensions de la transaction publique, mais Dewey ne s'arrête pas là. Il élargit aussitôt la notion de public à tous les organismes, parce que jusqu'à présent, quand je parle public, je suis implicitement dans des groupes, des communautés, des territoires, des groupes d'individus dans des territoires, etc. Et là, Dewey fait un mouvement supplémentaire, il élargit sa notion de public à tous les organismes, même extérieurs à ces transactions, qui se sentent concernés et éprouvent eux aussi le besoin d'une réponse active. Donc, extérieurs à la transaction, qui se sentent concernés et éprouvent le besoin d'une réponse active. Et c'est dans ce mouvement d'élargissement, on dirait aujourd'hui bottom-up, les managers, du bas vers le haut, oui. Du sol vers le haut, du bas vers le haut, bottom-up. Ça, c'est le langage des managers. Et c'est dans ce mouvement d'élargissement bottom-up que, de fil en aiguille, on peut en arriver à une organisation qui, au bout, va être quoi? Va être l'État. Va être l'État. Et donc, dans ce mouvement que fait Dewey, au bout de ce mouvement, il y a l'émergence du politique. Et on comprend bien aussi que chez Dewey, l'État ainsi conçu, gardien de l'intérêt commun, sans aucun doute, eh bien cet État, il est toujours à réinventer parce que son fondement, c'est les transactions. C'est les transactions. C'est vous, là. Du coup, ça me fait penser de mettre... C'est vous. C'est moi? Ouais. Donc cet État est toujours à réinventer parce que les transactions qui sont à son fondement, elles sont en évolution permanente et donc ça retentit de fil en aiguille sur la conception
est le contenu, la substance de l'État, qui doit répondre, s'adapter aux besoins et aux demandes changeantes de la société. Et donc c'est un État qui ne trouve pas sa légitimité dans la raison surplombante que j'évoquais tout à l'heure, dans une raison transcendantale, si vous voulez, mais dans ce que j'ai appelé tout à l'heure la gestion des conséquences et des effets indésirables des transactions multiples et variées qui sont engagées dans la société. Il est clair qu'avec Dewey, on est passé là dans un autre monde, y compris par rapport à Lippmann. Dans un autre monde, parce que là où Lippmann restreint le politique au respect procédural des règles en cas de créisme, Dewey soutient, lui, que sans la transmission de l'expérience sociale et politique par la communication du public avec lui-même, l'espèce humaine sera condamnée à rester au tâtonnement maladroit de l'essai et de l'erreur. Donc, si vous voulez, là où Lippmann stigmatise la résistance au changement, on l'a vu tout à l'heure, la résistance au changement de qui? Des masses, évidemment, pas des leaders et des experts. Là où Lippmann stigmatise la résistance au changement des masses, Dewey, lui, cette résistance au changement, il l'impute aux élites anciennes, à ces élites qui ne veulent pas renoncer aux formes politiques qu'elles ont contribué à instaurer. À quoi Dewey ajoute encore une chose, il ajoute le retard des idées, qui reflète à ses yeux le retard dans les formes politiques, ce retard que je viens d'évoquer. Lippmann, à ses yeux, aux yeux de Dewey, Lippmann incarne ces deux formes de retard, le retard des formes politiques et le retard des idées. Voilà la présentation donc des idées de Lippmann et de celles de Dewey. Je reviens un instant, nous allons revenir un instant sur le contexte philosophique des désaccords entre les deux hommes, c'est ce que j'ai appelé les sources biologiques du conflit. J'intitule ce développement « Les sources biologiques du conflit ». Il faut en effet revenir, c'est important, sur le rôle de l'interprétation des thèses de Darwin dans les différences que nous constatons. Par exemple, la lecture, rappelons la lecture de Lippmann. Alors, il y a, je le répète, la lecture de Lippmann. Lippmann conçoit l'évolution comme une amélioration progressive des facultés transmissibles aux générations suivantes grâce à l'hérédité des caractères acquis. Avec cette lecture, l'homme n'a pas de rôle particulier à jouer. Il lui revient seulement de s'adapter sans résister. Son rôle est strictement passif. Liberté et créativité ne sont pas du tout de mise. L'évolutionnisme de Dewey, au contraire, est continuiste. C'est-à-dire que l'adaptation se fait par un processus d'action-réaction où l'homme a un rôle à jouer. L'adaptation doit alors être créatrice et interactive. Chez Dewey, l'adaptation se fait donc par le bas, par les interactions sociales, alors que chez Lippmann, elle se fait par le haut, par les experts. Donc le rappel de ce développement de tout à l'heure, du début, l'intérêt qu'il a, après avoir regardé les positions de Lippmann et de Dewey, l'intérêt qu'il a, c'est qu'il permet de bien mesurer le parallélisme entre l'interprétation de Darwin, de l'origine des espèces, et les idées de philosophie politique ou les idées politiques de Lippmann et de Dewey.
on voit bien, on mesure mieux, me semble-t-il, l'influence de la lecture de Darwin sur les idées politiques de l'un et de l'autre. Donc chez Lippmann, je répète encore, tout tourne autour de la distinction entre les leaders, agents actifs, et les masses qui sont, les masses elles sont inertes, amorphes, passives. Ce sont les insiders, alors que ce sont des outsiders, excusez-moi, alors que les leaders, ce sont eux les insiders. La lecture de Dewey, elle est différente. Il est contre cette distinction actif-passif qu'il récuse, qu'il trouve cloisonnante, qui assigne des individus à des modes passifs-actifs. Et pour Dewey, cela renvoie par ailleurs au passé. Cela passe, pense-t-il, à côté de la révolution scientifique. Et cela ignore la grande leçon du darwinisme, telle en tout cas que lui, Dewey, la comprend. À savoir que pour Dewey, là où il y a de la vie, il y a du comportement, de l'activité, de l'ajustement adaptatif, qui n'est pas complètement passif. Il y a un être humain qui s'efforce de modifier l'environnement dans les intérêts de la vie. Et de même que les dimensions actives et passives de l'expérience sont articulées, de même, il n'y a pas des sujets actifs d'un côté et de l'autre des sujets passifs. C'est précisément sur ce point que réside le désaccord. Pour Lippmann, les organismes doivent s'adapter de manière passive à ce qu'il appelle les exigences ultimes de l'environnement. C'est quoi ces exigences ultimes de l'environnement? C'est la mondialisation, bien entendu. Hein, bien entendu. C'est la division mondiale du travail. Laquelle division mondiale du travail, pour Lippmann, est hors de portée de toute forme de discussion collective. Voilà. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors que chez Dewey, au contraire, il faut réarticuler les dimensions passives et actives de l'expérience en même temps que les tendances nécessaires à l'innovation et à la stabilité. Que la grande société puis le gouvernement des experts n'ont justement pas cessé d'opposer. Alors, là, on peut citer une théorie de Dewey à ce sujet, c'est la théorie des équilibres ponctués. Théorie selon laquelle l'évolution oscille entre longues périodes de stase et courtes périodes d'accélération. Et ce que Barbara Stiegler appelle les hétérochronies du temps évolutif. Donc, hétérochronie du temps évolutif, c'est-à-dire que vous avez d'un côté les périodes de stase, de l'autre les périodes d'accélération. Bon, stase, on peut appeler ça des périodes de répit dans la marche effrénée du système. Oui, mais reprendre le terme de Darwin, les stases, peut-être de biologie. Ah, mais ça c'est le terme de Darwin, bien entendu. Oui. C'est moi qui propose un autre mot, hein, parce que finalement, stase, c'est très très biologique, mais dans une approche politique ou de sciences humaines et sociales, d'évolution sociale, on peut parler de phase de répit. On peut aussi parler de phase de répit. Donc les deux hommes veulent reconstruire le modèle démocratique à la mesure des défis de la Great Society, la grande société industrielle mondialisée, mais on le voit, au-delà de cet accord sur une idée générale, c'est à peu près tout ce sur quoi ils sont d'accord. D'un côté, avec Lippmann, une pensée qui est organisée autour du flux et pour le flux, qui cherche à réduire les stases, donc il faut que ça pulse, et de l'autre, avec Dewey, une pensée qui essaie
d'articuler les deux dimensions. Non pas une pensée qui est centrée sur l'extase. Ce serait une grosse erreur de penser ça. Hein? Une grosse erreur. Non, c'est une pensée qui essaie d'articuler l'extase et les périodes de développement. Et cette opposition, donc, on l'a dit déjà à plusieurs reprises, eh bien, elle renvoie à des lectures différentes de Darwin, de la théorie des espèces. J'en viens à mon 8e et dernier point, donc c'est le bilan des accords et des désaccords entre les deux, entre Lippmann et Dewey. Les points d'accord, vous allez voir, ils ne sont pas du tout marginaux, il y en a un bon nombre. Tous les deux, ça a été dit à plusieurs reprises, sont des pragmatistes qui s'attachent à ce qui marche, à ce qui fonctionne. J'ai parlé tout à l'heure de la théorie des conséquences, la méthode des conséquences. Tous les deux pensent qu'il faut reformuler les prémices de la démocratie pour l'adapter à la grande société, à la Great Society. Deuxième point d'accord. Tous les deux encore, mais s'inscrivant en cela dans la tradition américaine, ont une conception de la société sans instance totalisante, surplombante. Il n'y a pas un politique avec un P majuscule. Tous les deux encore ont une vision de l'État qui ne porte pas de grands récits. Il n'y a pas d'ordre sociétal transcendantal. Et tous les deux, enfin, proposent le même type de régulation sociale. Tous les deux, d'après Sophie Renaud, surmontent les failles du modèle de la démocratie représentative en proposant une régulation culturelle communicationnelle et donc apolitique des pratiques sociales. L'un et l'autre, ajoute-t-elle, s'inscrivent ce faisant dans l'engouement organisationnel managérial de leur époque. Vous voyez, revenir cette idée des managers qui est vraiment prégnante. J'ai peut-être pas beaucoup insisté, mais ce n'est pas quelque chose de marginal dans la société américaine de l'époque. L'État, et je prolonge d'ailleurs ce propos, l'État revêt donc une dimension technicienne chez les deux hommes, mais cette dimension technicienne est peut-être tout de même plus importante, plus évidente, plus visible chez Lippmann, eu égard à son appel aux experts, que chez Dewey, qui lui rejette les experts, mais c'est quand même bien l'État qui est le gestionnaire des conséquences des transactions entre les individus. Voilà pour les points d'accord, ce n'est pas rien du tout, hein, ils ne sont pas marginaux. Il y a aussi des points de désaccord. Nous l'avons déjà dit, la lecture de Darwin n'est pas la même. La grande différence est que là où, pour organiser la cohésion sociale, Lippmann fait appel aux experts, Dewey, lui, qui est plus proche d'un schéma que j'ai qualifié de jeffersonien, fait appel aux communautés. C'est ainsi que Dewey propose de restructurer la société de manière à ce que les citoyens puissent auto-organiser librement leur communication, au moyen des enquêtes notamment. À cet égard, Sophie Renaud, encore elle, indique que Dewey fait un gros reproche à Lippmann. Le gros reproche que Dewey fait à Lippmann, dit Sophie Renaud, est d'assujettir les membres de la société à la puissance décisionnelle de l'équipe et de l'élite dirigeante. Voilà, donc si on se résume, beaucoup de points d'accord et aussi beaucoup de points de désaccord. Pour conclure, sur la question démocratique, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aura au cours des années 30 une continuation du débat sur le libéralisme. Bien. Mais sur la question démocratique,
L'histoire, le libéralisme, le néolibéralisme ensuite, a retenu les thèses de Lippmann et pas celles de Dewey. Le débat, c'est pas innocent. Le débat entre les deux hommes donc, va reprendre plus tard. Lippmann va publier en 1937 La Cité libre. Alors, La Cité libre, c'est le titre en français. Le titre en anglais, c'est An Inquiry into the Principles of the Good Society, une enquête sur les principes de la société bonne, que le traducteur français a compacté La Cité libre. Là, c'est un bon exemple de liberté que l'on peut prendre avec des titres d'ouvrage. Bon, je ne commente pas plus. Alors, ce livre de Lippmann, donc, il est publié en 1937. Il va être immédiatement traduit en français dès 1938. Et dans la foulée, presque immédiatement, j'ai tendance à penser que, alors même que la traduction était en train de se faire, l'utilisation du livre était déjà en train de se préparer, c'est-à-dire l'utilisation du livre, c'est-à-dire ce dont nous allons parler la semaine prochaine, le colloque Lippmann. Donc, 37, le livre est publié en anglais, 38, il est traduit en français, et la même année, on organise le colloque Lippmann en août 38, à Paris. Voilà. Alors, une autre indication sur, mais qui est hypothétique, qui est plutôt hypothétique, je vais dire, en ce qui concerne Dewey. Il faut savoir que en 1937, Dewey préside une commission internationale. Vous savez laquelle? Trotsky. Voilà. Donc, Pardon, j'ai pas entendu. Trotsky. Trotsky. En 1937, Staline intente un procès, un fameux procès à une quinzaine, une grosse quinzaine d'opposants. Tous les anciens dirigeants du parti bolchevique de 1917. En 1937, on est sur un pic des procès politiques staliniens. Et Trotsky fait partie de la charrette en 1937. Et aux États-Unis, des personnes montent une commission internationale. Alors Dewey, il a déjà 78 ans à l'époque. Monte une commission internationale. Dewey, il hésite. Bon, mais il y va. Il préside cette commission et il va monter un contre-interrogatoire. On connaît les interrogatoires qui ont été infligés à l'époque aux gens. Et donc, oui, Dewey monte un contre-interrogatoire. Là, sa cible, c'est Trotsky. Trotsky, il l'a sous la main presque, puisqu'il est au Mexique. Et un an après, le rapport paraît, 700 pages, disponible aux éditions Sileps, en France, en français. C'est Trotsky est innocent. Innocent des reproches qui lui sont faits. Alors, pourquoi je dis ça? Je vous raconte cette histoire. C'est parce que il y a fort à parier que cet épisode de la vie de Dewey, sans doute, ça ne l'a pas aidé à s'insérer dans la communauté. À s'insérer. Il était inséré, hein, mais ça a pu contribuer à dégrader son insertion dans la communauté académique états-unienne. Voilà. Donc, ce que je dis là, je n'en ai pas
je ne peux pas l'attester, je ne peux pas l'appuyer sur des faits. Peut-être que ces faits existent, mais je l'ignore. Hein. Mais c'est quand même quelque chose d'assez probable. Et donc, Dewey n'a pas été invité au colloque Lippmann. Alors qu'il a débattu avec Lippmann pendant 10 ans, pendant 20 ans même, pendant 20 ans. Hein, il n'est pas invité au colloque Lippmann. Voilà, à vous. Je peux? Vas-y. Plusieurs questions. Bon, je suis pas... je connaissais pas ces personnes. Je prends les raccourcis. Bon, ce sont des idéologues de l'évolution du capitalisme, mais ce qui me surprend dans ce que tu dis et de ces personnes qui ont vécu quand même une période où il y a Karl Marx qui a, avec le Capital, montré l'évolution du capitalisme. Je prends aussi le raccourci, c'est que les mouvements révolutionnaires ont sous-estimé aussi cette idéologie du néolibéralisme tel que tu nous l'as présenté, parce qu'il y avait des démarches un peu pratiques. Karl Marx, c'est quoi? Le capitalisme simple, le capitalisme après monopoliste d'État, et je vais même loin, l'antichambre du socialisme. Aujourd'hui, on peut être témoin que c'est pas du tout la question. Mais là, ce qui m'interroge, c'est il n'y a aucune référence à d'abord, il y avait la révolution bolchevique, tu en as parlé, mais à l'évolution des idées marxistes qui quand même avançaient sur toute la planète. Donc j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans un bocal à part de ce débat qu'il y a sur toute la planète. Voilà. Alors, tu as totalement raison. Là, on est sur deux personnes qui laissent totalement de côté Marx, le marxisme et tout ça. Totalement de côté. Ce ne sera pas tout à fait le cas en ce qui concerne Friedrich Hayek. Mais attention, dans son cas, ce sera pour agresser Marx, le marxisme, et dénigrer, plus exactement, dénigrer Marx et le marxisme, bien entendu. Mais enfin, ils ne le laissent pas de côté, ils en tiennent compte. Mais il faut aussi dire que Friedrich Hayek, sa période d'intervention efficace dans le débat mondial, hein, dans le débat sur le libéralisme, ça vient courant des années 30, hein, quand il est à la London School of Economics, et où il a une chaire qui lui procure une visibilité, et puis surtout après la Deuxième Guerre. Hein, surtout après la Deuxième Guerre. Bien entendu, la société du Mont Pèlerin qu'il crée justement pour développer ses idées. Bon, dans les années 30, Hayek, il est encore jeune, mais il a déjà pas mal de faits d'armes derrière lui. Hein, il a commencé très tôt. Bon, il a pas mal de faits d'armes derrière lui. Mais surtout, il y a des choses qui se sont passées. 36. Et puis, en 34, on a découvert... Qu'est-ce qu'on a découvert dans le marxisme? L'idéologie allemande. Et donc, c'est Ryazanov, en Union soviétique, qui découvre les manuscrits de l'idéologie allemande, et ça va commencer d'être traduit en 1937. Mais pour tous ceux qui lisent l'allemand, l'idéologie allemande est disponible en 1934. C'est le cas de Hayek. Et donc, voilà, il y a des éléments nouveaux qui viennent d'intervenir, autres que le capital. On ne peut plus réduire Marx au scientifique, à l'économiste scientifique. Parce que dans l'idéologie allemande, il y a le matérialisme historique. L'idéologie allemande, c'est pas l'ordolibéralisme et le nazisme? Non. L'idéologie allemande, c'est un manuscrit écrit conjointement par Marx et Engels,
entre mi-1845 et mi-1846. Sur la philosophie allemande. C'est ça. Et c'est considéré comme le document qui contient l'exposé du matérialisme historique marxiste. Mais au fond, pour reprendre ce que dit, on peut pas imaginer, on peut imaginer aussi que toutes les théories d'Hayek, de Lippmann, de Dewey, c'est une offensive. Alors il y a des différences, des divergences, mais c'est aussi une offensive contre l'idéologie marxiste qui fait son petit chemin, parce que je pense qu'il ne faut pas s'imaginer que tous les politiques de gauche, entre guillemets, aient lu Marx, bon évidemment, mais qu'il y avait pas. Mais c'est une façon de se dire, ah ben tiens là, avec Darwin, on a trouvé un truc qui va nous permettre de scientifier, notre théorie, et on va dire que la sélection des espèces, du plus fort qui gagne dans la nature, paf, on va l'appliquer à l'humain, et puis voilà, et puis c'est bon. Bien sûr. Et ils en font, ils martèlent. Alors bien sûr, il y a eu après la guerre. Alors là, ils ont bien vu qu'il y avait une histoire tellement énorme qu'ils ont un peu attendu, si j'ai bien compris, après-guerre. Hayek a attendu quand même un peu, hein, mais ils sont revenus, et à partir de là, voilà. Non mais ça c'est tout à fait vrai. On le verra au moment du colloque Lippmann, plus encore avec Hayek. On verra, il y aura aussi des citations à cet égard. On verra que leur préoccupation c'est le communisme. C'est le communisme, c'est très clair. C'est bien en réaction. Mais vous savez, dans les années, il faut bien se... C'est la lutte idéologique. Hein. Reportons-nous aux années 30. Oui. Les années 30. Le capitalisme est sans dessus-dessous. Oui. Il est en crise, mais une crise majeure. Les pays capitalistes n'arrivent pas à se relever de la crise de 29. Oui, pardon. Attends. Oui. Alors que dans le même temps, les années 30 en Union soviétique, ce sont des années de développement impétueux. L'industrialisation à marche forcée. Alors là, je parle de ça, mais c'est pas de la douceur. Il y aurait beaucoup à dire, hein. Attention, hein. Il y aurait beaucoup à dire. Bon, mais laissons la discussion là-dessus de côté, par pitié. Mais dans les intelligentsia des pays développés des années 30, l'Union soviétique, elle impressionne. Elle impressionne. Quelque part, les procès staliniens, certains intellectuels ont tendance à mettre ça, c'est la colonne des moins, c'est la colonne des moins, mais regardez l'industrialisation. Bon, c'est ça la lecture de l'époque. Ils avaient la trouille. Et donc, et ça atteint un sommet à la fin des années 30. Parce qu'il voit bien aussi que Staline est prêt à faire la guerre. Et que son pays est prêt. Ils le savent. Que 10 ans avant, 1927, 28, 29, 30, le pays est à peine sorti de la guerre civile. Il y a les famines. À peine sorti de la guerre civile, un tout petit peu sorti de la guerre civile, mais en 1937-38, non, pas du tout. Donc ça, c'est un contexte incontestable qui explique que l'obsession du communisme va croître et embellir pendant toutes ces années.
À la différence, c'est qu'à cause des grandes purges, Staline a perdu tous les grands généraux qui ont Exactement. mené la guerre, et c'est pour ça qu'ils se sont... Il a effectivement... Il a détruit l'idéologie. Oui, bien sûr. Bien sûr. J'ai retrouvé donc l'article du Monde Diplo, c'est de février 2021 sur Bernays, qui en quelque sorte écorne grandement le mythe de Bernays. Juste, vous disiez tout à l'heure, au tout début de votre introduction, qu'au niveau du management, en France, au début du siècle, il y avait Henri Fayol en 1916, qui était quand même... on est passé aux oubliettes par rapport à Ford et à Taylor, mais c'était quand même... Oui, c'est vrai. Juste, je me permets de rajouter comme ça, sur le gouvernement des experts actuellement, c'est l'épistocratie, c'est Loïc Blondiot, un prof de Sciences Po, qui a fait une étude là-dessus, mais là c'est actuel, l'épistocratie. Loïc Blondiot, oui, qui est prof à Sciences Po et qui a fait une étude sur le gouvernement des experts actuels. D'accord. Et pour finir, c'est vrai que John Dewey, ce qu'on a oublié, c'est que sur un autre versant de ses études, c'est ancré maintenant comme un très grand pédagogue. Oui. Et donc, c'est sûr que par rapport à la manipulation de masse et du reste, il ne peut pas être comme Lippmann. Il fait confiance aux enfants, à l'éducation, à la pédagogie, etc. De qui il parle? Eh bien, John Dewey, les différences entre Lippmann et Dewey qu'on a vues, elles s'expliquent aussi parce que Dewey, c'est un grand pédagogue. Et il y a une foule de ses ouvrages de pédagogie qui sont disponibles en français. Il y en a quand même un sur la démocratie qui est disponible, bien entendu, mais c'est surtout en pédagogie qu'il est mis en avant, plus que sur la question démocratique. Et donc c'est vrai que Dewey ne pouvait pas partager les histoires de leaders, d'experts, de propagande, etc. Mais il y avait aussi les points d'accord que j'ai dit, la Great Society, le pragmatisme, l'après-capitalisme, je ne saurais trop dire, je ne pense pas que Dewey était... j'ai dit tout à l'heure qu'il était de gauche, mais je crois que ce serait trop dire qu'il était pour le socialisme. Je crois que ce serait trop dire. Non, c'est un progressiste de gauche à l'américaine. On s'arrête là. Ce que je voudrais savoir aussi, c'est le problème de Dewey. Il me semble moins ancré dans la thèse Darwin, enfin la déviation de la thèse de Darwin que l'autre, que Lippmann. Alors, à travers ce que j'ai pu dire, alors si c'est l'impression que j'ai donnée, il faut tout de suite que je la corrige, parce que entre les deux, entre Lippmann et Dewey, et de loin, c'est Dewey qui connaît le mieux Darwin. C'est peut-être parce qu'il le connaît mieux. Il Dewey. réfute peut-être... Voilà. Il faut que vous sachiez que Dewey a publié de son vivant un recueil d'études sur Darwin qui s'intitule L'influence de Darwin sur la philosophie, qui est disponible en traduction française chez Gallimard depuis 4-5 ans. Et qui a été d'ailleurs recensé par Barbara Stiegler. Ce livre a été recensé par Barbara Stiegler dans une revue dont j'ai oublié le titre. Et Dewey connaît Darwin sur le bout des ongles bien mieux que Lippmann. Bien mieux que Lippmann. Et le livre de Dewey sur l'influence de Darwin en philosophie est très intéressant. Et la recension de Barbara Stiegler aussi. Et c'est ce qui aide Barbara Stiegler d'ailleurs à mener sa discussion. Ça l'aide beaucoup.
Donc, impression à corriger, évidemment. Mais là, on revient sur ce que je disais, c'est que Dewey, c'est un philosophe. C'est un philosophe. Ce n'est pas un journaliste, un essayiste. Je voulais poser ma petite question, elle est brève. C'est, quelles étaient les causes de la crise de 29 Alors dans là, ce monde capitaliste libéral? Nous sommes en dehors du sujet, bien entendu. Bon, oui, on est en dehors du sujet du je la séminaire. retire, ma question. Non, Si c'est en dehors du sujet, ne la retire pas. Si je suis hors sujet, Non. Je peux te proposer une réponse rapide. Rapide. Parce que nous sommes hors sujet, et puis le temps a tourné. Oui, bien sûr, mais, le temps. Et puis en plus, moi, je peux proposer une réponse, mais tout un chacun peut proposer la sienne, d'ailleurs. Hein, il n'y a pas un accord unanime sur les origines de la crise de 29. Mais je me lance quand même, mais je vais être bref. Quelque part, la crise de 29, elle est la conséquence directe de la progressive ère que j'ai décrite tout à l'heure. C'est 30-40 années de développement impétueux dans tous les domaines et qui ont aussi été, c'est un aspect que je n'ai pas évoqué parce que je suis allé plutôt du côté de ce qui avait des résonances politiques, mais ça a été aussi 30 ou 40 années d'investissement dans les moyens productifs effrénés. Les grandes corporations états-uniennes, américaines, je préfère états-uniennes à américaines, eh bien, elles ont investi, tant et si bien qu'il est arrivé un moment où la quantité de moyens de production qui avaient été accumulés et qui étaient candidates à un taux de profit, à une rémunération, à un retour sur investissement. Ah, le fameux ITOA, oui. Eh bien, à un moment donné, il y a eu un gap, il n'y a pas eu de retour. Il n'y a pas eu de retour parce que le développement du capitalisme ne s'est pas fait de manière égale entre le développement des moyens de production et le pouvoir d'achat des masses. Oui. On pourrait dire qu'ils sont... Oui, mais il y avait un élément, c'est que la bourse, elle prenait tellement d'ampleur, qu'il y avait tellement de spéculation, qu'elle déséquilibrait l'économie à cette période-là. Parce qu'auparavant, ça boursicotait, mais c'était les prémices. Mais dans les années 1930, la bourse, c'était les jeux, comme aujourd'hui, on le voit bien, comment ça se joue. Et à un moment donné, il peut y avoir un crack. Comme il y a eu en 2008. Voilà. Mais c'est parce que les jeux de la bourse ne tiennent pas toujours compte de la réalité de la production, etc. Donc la cause immédiate, donc ça a été le crack de 1929, et la cause structurelle, lointaine, la cause, disons, que là qu'on peut étirer sur des décennies. Hein, la cause lointaine, c'est l'accumulation et la suraccumulation de capital productif et qui a débouché sur une crise financière, sur une explosion. Voilà. Mais il y a une solution que tout le monde contesterait aujourd'hui, c'est que le président américain de l'époque a imposé une taxe sur les bénéfices de 95%. C'est-à-dire 95%. Si aujourd'hui, ceux qui spéculent sur les vaccins, etc., c'est des milliards qui rentreraient. C'est pourquoi, en réalité, c'est ce que disait Karl Marx, c'est la dévalorisation d'une partie du capital pour pouvoir repartir sur des bases plus saines. Voilà. Plus saines. Voilà. Le détonateur de tout ça aussi, si je peux dire, c'est que tout ce que vous dites, je trouve que ça parle, mais aussi au départ, il y avait un tel boom de production qui a eu une surproduction eu égard au pognon des gens. Au pouvoir d'achat, c'est sûr. On produisait des voitures. Ils n'arrivaient plus à vendre alors. Un élément déclencheur,
la financiarisation. Les fameux Lippmann et Doe et tout ça, ils n'ont pas critiqué les contradictions du capitalisme. À ma connaissance, Quand même, il y avait de quoi. À ma connaissance, La réponse à non. ça, oui, mais la réponse à ça, c'est ce qu'on disait. C'était manifeste pourtant. Lippmann, Oh. Lippmann, on verra ça. On verra ça la semaine prochaine. Oui. Lippmann, et ça le distingue assez nettement d'ailleurs de Hayek. Ce que je vais dire, Lippmann, dans La Cité libre, que nous allons étudier la semaine prochaine, il dresse, on va dire carrément, un livre noir du capitalisme. Lippmann le fait. Bon, il le fait de son point de vue, c'est-à-dire d'essayiste, de politiste, bien entendu. C'est pas un point de vue empathique. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Théorique. C'est théorique. Enfin, c'est pas théorique au sens marxiste. Ah ben non, non, bien sûr. Voilà, malgré tout, il faut le dire, il faut être honnête, Lippmann fait ça. Alors que ce genre de discours, jamais on ne le trouve sous la plume de Hayek. Hayek, lui, toutes les choses, comment dire, abominables qui se passent dans le cadre du capitalisme, lui, il renvoie tout ça systématiquement à pas assez de capitalisme. C'est clair. Ah bon, ça ne cause pas assez. Si les gens sont au chômage, c'est la faute à ce qu'il y a des allocations, pas assez de marché, etc. etc. Bon, on y reviendra. On y reviendra sur tout ça. Il y en a qui ont les mêmes propos pour la campagne présidentielle. Hein. Alors ça, c'est une remarque que je fais encore pour terminer. Hein. Traquer les résonances actuelles dans ce que j'ai dit aujourd'hui. Il y en a des résonances. Il y en a pas mal. Hein. Les experts. Il y en a pas mal. Il y a des essayistes ou des politistes d'aujourd'hui qui font passer pour des thèses à eux des thèses qui ne sont pas à eux, hein, qu'ils ont carrément reprises de Lippmann. En fait, ils sont jeunes avec des politiques de vieux. Ouais. Non, mais c'est bon. Voilà. Donc la semaine prochaine, on va faire un petit saut, puisqu'on sera en 1938 et août 38. Et après en 2022. Alors j'ai juste une information. Les Amis de la Liberté, donc, on aura une conférence si la crise sanitaire ne nous bloque pas, parce qu'elle a été obligée d'annuler le banquet républicain sur la laïcité, pour la simple raison, c'est qu'un cas Covid, on avait 60 inscrits, c'est 60 cas contacts. Et aujourd'hui, ce n'est pas 4 jours, le confinement, c'est 10 jours. Et en plus, je connais des personnes qui ont été contrôlées chez eux, y compris une cliente à la Gaude, où les gendarmes sont allés sonner pour savoir s'ils respectaient le confinement. Donc, ça va. L'autre information intéressante, le 20 janvier, on aura une conférence sur l'Afghanistan. Le reporter Pierre Barbancé, que j'ai eu hier en direct de Kaboul, qui m'a confirmé, donc il viendra. Il m'a dit, on n'a pas eu le temps d'en discuter, hein, mais parce qu'il a le téléphone satellitaire, etc. Mais il m'a dit, il y a tellement de choses, voilà. Donc ça, c'est le 20 janvier. Autour du 20 février, mais vous aurez le programme, ce sera Pénarbuis sur le communisme d'aujourd'hui. Et au mois de mars, il y aura sur la littérature, le roman américain à Paris. Enfin, vous verrez un peu les romanciers, y compris sur l'idée qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de romans français. Par exemple, notre ami Perdignelli, c'est des enquêtes qui ne sont pas des enquêtes de la police comme en France, les feuilletons et les romans, mais c'est des... comment on appelle ça, des... Oh, j'ai un trou de mémoire. Ceux qui aujourd'hui servent à contrôler si on trompe sa femme ou son mari. Détective. Des détectives, voilà. Donc si vous regardez tous les nouveaux livres qui sortent sur les romans,
souvent c'est, par exemple chez Michel, à un moment donné, c'est une ancienne inspectrice du travail, etc. Voilà, ça va être le truc. Et là, je suis en train de voir si autour du 20 mars, par là, j'ai la réponse de la salle Garibaldi, d'une conférence qu'on n'avait pas prévue dans le programme, mais sur la transition énergétique après le COP. Non, 26, là, par un conférencier de Paris, qui est membre de la Commission nationale d'écologie gouvernementale, mais représentant la Confédération de la CGT. Donc, je me suis mis d'accord dimanche dernier, il n'y a que voir pour les dates, parce que vous savez que nous, quand on réserve les salles, vous regardez ma vie, c'est jusqu'à juin, parce qu'après, c'est très difficile. Et c'est les amis de la LVP? Oui. Et donc, oui, vous allez recevoir. Parce que là, à Saint-Roch, c'est trop compliqué, ça nous est arrivé. Alors, on ne paye pas la salle à Saint-Roch, c'est le conseil départemental. Le problème, c'est que quand il y a une initiative plus importante du comité départemental, il nous supprime même à quelques jours avant notre salle. On est bien d'accord que vous êtes tous abonnés à la lettre d'information des Amis de la Liberté. Abonnés, je sais pas, moi je reçois les mails de... Voilà, c'est bon, ça. C'est ce que je veux dire. Parce que, c'est ce que je veux dire. Juste une précision, notre richesse, c'est qu'on a 2700 adresses mail autorisées par les destinataires. Voilà. Et vous savez, là, on a remis à la conférence de Ernest Pignon-Ernest et Régis Debray. Moi, je l'avais vu, j'avais regardé, j'avais cliqué il y a un mois et demi, il y avait 98 vues. Mais là, c'est reparti à 2006, alors je ne sais pas si c'est la diffusion qu'on a faite il y a pas trop longtemps. Merci. Voilà, la prochaine. Mercredi prochain. Bonsoir.